Bonjour, c'est Romain Bédouc. Bienvenue dans 100% PSG La Tribune, le podcast débat d'ici Paris, Île-de-France. Ma réflexion du jour, c'est que parfois, c'est pas mal quand ça déraille. Qui va entrer là sur la réparation, petit externe du pied, c'est la frappe, et le but, goal, Ousmane Dembélé, la frappe, goal. La voix de Bruno Salomon qui déraille un petit peu, le train de Bruno Salomon qui déraille beaucoup, il est bloqué dans l'Eurostar et donc on a espoir qu'il arrive peut-être avant la fin du podcast, c'est pas sûr, on verra s'il sera parmi nous. En attendant, vous dire toute la joie d'être avec vous, de pouvoir regarder la rencontre du soir entre le Barça et l'Inter avec un peu plus de légèreté, tout en ayant bien sûr conscience que rien n'est fait et qu'on va devoir vraiment être sérieux et concentré mercredi prochain. Mais je pense qu'on a le droit à ces 24 heures de kiff avant de repartir dans l'humilité comme si c'était nous qui étions sur le terrain. 24 heures à profiter, 24 heures à se faire féliciter par les collègues qui ne sont pas tous fans du Paris Saint-Germain mais qui nous attribuent tous les mérites de Dembélé, Luis Enrique et les autres comme si c'était nous, là encore, qui étions sur le terrain. C'est bizarre de connaître cette sensation en demi-finale de Ligue des Champions. C'était assez inédit mais tellement agréable que ça comprend presque tous les moments où on se sent minable après une défaite ou une élimination. Donc profitez tous, vous y avez droit, vous les supporters du PSG. Et puis on va se replonger dans ce match retour très vite. Il y a des choses super intéressantes à dire sur la rencontre d'hier soir face à Arsenal pour justement préparer au mieux celle de la semaine prochaine en étant le plus sérieux possible. 100% PSG La Tribune, c'est parti. 100% PSG La Tribune. Au programme de 100% PSG, La Tribune, on aura le j'aime pas du match face à Arsenal, ce match aller de demi-finale de la Ligue des Champions. Ensuite, on aura quelques débats. Le PSG est-il la meilleure équipe anglaise ou la meilleure équipe européenne? En gros, est-ce qu'on a trouvé la parade face au club de Première Ligue ou on est véritablement impressionnant face à tout le monde et donc la meilleure équipe d'Europe? Ensuite, je vous donnerai des petits chiffres. 85% de chances de qualification. Est-ce que c'est un danger? Attention. Est-ce qu'on n'est pas trop favori pour ce match retour? Et puis, on se posera la question de savoir s'il faut faire tourner ce week-end face à Strasbourg. Parce que oui, il y a un match samedi à 17h du côté de la Méno. Je postule à un poste d'attaquant de pointe. S'il y a besoin pour le Paris Saint-Germain, vous demandez. Moi, ça serait pas mal, ça me ferait plaisir. Allez, on va parler de tout ça. Je vous présente l'équipe. 100% PSG, La Tribune. Alors avant de vous dire qui compose cette tribune, je vais vous dire qui n'est pas là, mais on l'a par téléphone. Bruno Salomon est avec nous. Salut Bruno. Apportez-moi de l'eau, du coca, faites des choses, les amis. Alors explique-nous, t'es dans l'Eurostar, t'en veux plus, c'est ça? Non, mais c'est hallucinant, les amis. Bien le bonjour déjà, mais oui, je suis dans l'Eurostar et on est bloqué sur une voie du côté de TGV ou de Picardie dans la Somme. Ça fait 2h30 que l'on est en pleine voie et que l'on attend. Alors l'ambiance est bonne, dans le train, il n'y a pas de problème. On a refait le match 100 fois déjà avec les copains de la presse. Mais voilà, on est bloqué. Alors il y a eu un incident voyageur, donc bien sûr on n'a pas se moquer de quoi que ce soit, mais on se retrouve dans une situation où je vais vous laisser débattre, ça va être très clair. Je crois que je n'arriverai jamais dans l'émission. Je t'avais dit peut-être je serai en studio. Ouais, là si t'es dans la Somme et qu'on doit rendre le studio dans 50 minutes, bon, voilà, c'est un peu juste. on est bien d'accord. Voilà, je pense... tuer le suspense, c'est ça. J'ai un peu tué le suspense. Je suis désolé, mais là je crois que c'est mieux de le dire quand même, parce que là je suis quand même dans une belle sauce. On est toujours pas reparti, et ça devrait pas repartir avant encore 20 minutes. On vous donne au moins des verres d'eau, des trucs dans ce genre-là, parce qu'il fait très chaud en plus. Ouais. C'est la bonne journée pour être dans le train. Les équipes sont cool. Non, mais franchement, en plus, les gens sont plutôt détendus. Ça va pour l'instant, ça va repartir. Il y a pas mal de supporters parisiens, donc tu vois, il y a une espèce de smile, il y a une espèce d'énergie qui est plutôt bonne. Les gens se regardent, ça fait un petit clin d'œil. T'as les gars qui sont revenus avec l'écharpe Arsenal, tu sais, l'Arsenal PSG. On se regarde, on se fait le petit clin d'œil qui va bien, on se sait sympa. Voilà, on est content bien évidemment de ce qui s'est passé dans cette soirée londonienne avec, tiens, je vous le dis tout de suite et je mets ma mention spéciale encore une fois au parquage parisien qui a pris ses aises. C'est même pas l'Emirates Stadium, c'est désormais le Parc Emirates Stadium des Princes. Ils ont été fantastiques, les ultras du Paris Saint-Germain. Ouais, c'est vrai que c'était bien. Et même si je soupçonne la réalisation anglaise d'avoir mis les micros très très loin du parquage, on les entendait quand même, et notamment sur la fin de rencontre. Ouais. Ah non, franchement, là, ils ont tout éteint, et en fait, oui, dès qu'ils sont arrivés, en fait, ils sont arrivés 1h15 plus tôt, ils ont mis la sono à fond
pour vraiment qu'on ne les entende pas, mais on les entendait extrêmement bien. Et il n'y avait pas que les ultras, il y avait aussi tous les autres. Tout le monde a vraiment donné du sien. Et franchement, là, par contre, pour le coup, l'Emirates Stadium, c'est vraiment la librairie anglaise. Et, ça porte bien son nom, c'est vraiment un mouroir ce stade. Et Arteta, quand même, on a perdu son énergie à demander à son public plusieurs fois de les encourager, et il n'y arrivait pas, et ça ne partait pas, quoi. C'était vraiment très très bizarre. Ouais. Bon, bah, merci en tout cas Bruno, merci d'avoir été avec nous. Tu peux nous rappeler si tu veux pendant s'il y a des débats qui t'intéressent, tu nous dis. Hein, Ouais, j'ai ramassé les notes. Je vous dirai si je suis reparti déjà. Vas-y. Allez, peut-être à tout à l'heure alors. Allez, la bise, je vous embrasse. Ciao. Et donc, avec nous, vraiment, ceux qui vont pouvoir débattre, Alexandra Flalo et Abdellah Boulma, on n'est que 3 ensemble, mais ça va être trop bien. Vous me faites un bonjour collégial ou pas? Bonjour. 1, 2, 3. Bonjour. Il est loupé, il est totalement raté. C'est pas ouf, mais il est pas ouf. Mais voilà, ça finira bien par rentrer un jour. Hein. Ça va les copains? Bah écoute, on est serein, on est bien. Une victoire en demi-finale de Ligue des Champions, je crois. Hein, donc, ouais, ça arrive pas tous les jours hein, quand même. Hein. C'est arrivé assez rarement. Non, mais ceci dit, à chaque fois que je viens. C'est arrivé une seule fois, mais c'était pas une victoire dans un match aller. C'était contre Leipzig en 2020 et c'était une qualification directe en finale de Ligue des Champions. Si je puis me permettre, à chaque fois que je viens ici, le PSG l'emporte. C'est vrai? Ouais. Tu viens tout le temps? Cette saison, c'est pas très compliqué de tomber sur un là-dessus. Ouais. Au montage, ça parle. Bon, on va faire avec vous c'est génial. Mais vous savez quoi, j'adore les tribunes comme ça où on est aussi euphorique, presque encore en redescente. Ouais, j'ai envie de dire bourré mais c'est sans alcool, tu vois, ouais, c'est une euphorie. C'est quoi l'inverse d'une gueule de bois? Ouais, c'est exactement ça. C'est ça. C'est une gueule de bois inversée. On est encore pompette. Voilà, exactement. Voilà. On est tout simplement heureux. Oh là là, Monsieur Boulma, est-ce que vous pouvez me dédicacer votre ouvrage tout simplement heureux? D'ailleurs, on parlera de mes ouvrages à la fin de l'émission. Tu veux? Voilà. Ouais, très bien. Le mec qui place. Juste tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, il y en a qui nous écoutent en podcast. Merci à tous ceux qui nous écoutent sur n'importe quelle plateforme. On vous demande les petites étoiles, ça nous aide vraiment. Et puis, si vous nous regardez sur YouTube, les petits pouces bleus, il y en a qui ont le réflexe, c'est bien, parce qu'il y a des moments où j'oublie de le demander. Merci à tous ceux qui nous regardent sur YouTube. On a des super résultats. On a eu de très bons résultats pour la tribune de lundi, alors que le match était mardi. Et souvent, quand il y a très peu de temps entre la tribune, quand elle sort, et le match, les scores, ils sont moins bons. C'est logique, parce qu'il y a moins de temps pour regarder. Et là, on avait vraiment des bons scores. Donc, merci à tous ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube de ici, pour 100% PSG, la tribune. On y va? On commence par le j'aime pas sur ce match face à Arsenal. Il y a quand même des j'aime pas, parce que tout n'a pas été parfait dans cette rencontre. On va commencer par... vous deux, vous avez un j'aime et un j'aime pas. Moi, je vais juste avoir un j'aime. Donc, comme ça va être... Parce que tu ne fais rien comme les autres, Romain. Exactement. Parce que je pourrais pas faire mon j'aime. Bah si. D'accord. Ok. Mais si. Vous avez un j'aime et un j'aime pas. Et un j'aime pas. Et moi, j'ai juste un j'aime. Très bien. Voilà. Parce que tu as compris? C'est bon. Je viens d'arriver. Tu veux que je le refasse ou pas? Bonsoir, j'ai pas En fait, toi et moi, on a un j'aime et un j'aime pas, et Romain a juste un j'aime. Voilà. Mais alors du coup, si on refait le truc, je pense que toi, tu as un j'aime et un j'aime pas. Absolument. Et moi, je vais juste avoir un j'aime. Mais lui, il va avoir un j'aime et un Et j'aime pas. un j'aime pas. Je crois qu'on a perdu beaucoup de monde, les gars. C'est bon. Alors... Moi, vous me demandez, je pourrais faire ça pendant des heures. Hein. Vraiment, c'est un truc. Je pense aux pauvres personnes qui sont en train d'écouter ce podcast. Les gars, ça fait un quart d'heure que ça a commencé. On n'a toujours pas parlé une seule fois du match, donc c'est formidable. Ton j'aime. Bonjour. Oui, je voulais quand même faire saluer vraiment la défense du Paris Saint-Germain sur un aspect en particulier, parce que parmi les nombreux dangers que représentait cette équipe d'Arsenal, il y avait un truc qui faisait, je pense, flipper un peu tout le monde du côté des supporters et suiveurs du Paris Saint-Germain, c'était les coups de pied arrêtés. Et j'ai vraiment eu le sentiment hier qu'il y avait une vraie stratégie défensive sur les coups de pied arrêtés qui avait été travaillée, qui avait été bossée, qui avait été mise en place et qui a fonctionné en fait tout simplement. On a vu Arsenal qui a eu du mal à trouver la solution sur les coups de pied arrêtés. On a vu le PSG qui était discipliné, qui restait droit dans ses bottes malgré les stratégies qu'on connaît d'Arsenal pour... malgré toutes les chorégraphies, là, voilà, ils commencent à faire un truc de danse avec les stars là, pour essayer véritablement de... Ils partent 5 mètres devant dans un petit tas et puis en fait ils sont tous voilà. Et puis en fait ça s'étend même au but qui a été refusé à Mikel Merino, parce qu'en fait si Mikel Merino est hors jeu, c'est aussi parce que les joueurs du Paris Saint-Germain qui étaient vraiment en ligne droite au 6 mètres sont restés parfaitement placés, parfaitement en ligne droite, et ils sont pas tombés dans le piège des joueurs d'Arsenal qui en fait venaient se coller à la ligne et ensuite venaient essayer de tirer un peu les défenseurs vers le but de Donnarumma. Donc non, j'ai vraiment apprécié la performance déjà globale défensive du Paris Saint-Germain, qui je trouve a été
assez brillante, il faut le dire. Et en plus de ça, ils ont réussi à vraiment forcer leur nature pour contrer un des gros points forts d'Arsenal, qui est un des gros points faibles du PSG, qui était les coups de pied arrêtés. Voilà. Et tu dis, c'était une des forces d'Arsenal. Moi, j'ai senti hier que c'était leur seule force. la seule force Mais leur seule potentielle force. Merci, d'Arsenal. Parce que c'est ce sur quoi je voulais. ils ont commencé à essayer Exactement. vraiment à chaque coup franc, hein, dans leur surface, dans leur moitié de terrain, etc. Bon, allez, on va faire Raya qui va le tirer, et puis tout le monde on y va. Allez. Et à chaque fois, c'était ça. Hein. Et c'est pour ça, je te laisse parler évidemment Abdallah, mais c'est pour ça que je voulais vraiment saluer la performance défensive en général, mais surtout là-dessus, parce qu'en fait, au final, quand on regarde, on n'a quasiment pas vu Bukayo Saka du match, on n'a pas vu du tout Leandro Trossard du match, à part sur la frappe arrêtée par Donnarumma. Odegaard. Martinelli, on l'a pas vu non plus. Odegaard, il a été surtout complètement annihilé. Odegaard n'a pas existé. il avait zéro influence sur le jeu. Et en fait, quand tu vois que les 4 joueurs offensifs d'Arsenal, qui sont quand même pas les pimpins du coin, ont pas existé pendant un match entier, de la même façon que les offensifs de Liverpool avaient vraiment eu du mal à exister sur 2 confrontations. Moi, je trouve que c'est assez admirable et ça fait plaisir. Voilà. Tu es d'accord, ça a été bien géré Non, ça a été bien géré. Ceci dit, bon, ils ont failli en passer un, malgré tout. Oui. Voilà, ils ont failli. Non, mais il faut quand même rappeler, voilà, ce qui s'est passé hier. Ils ont failli en passer un, mais il est très difficile en plus de défendre sur ce genre de situation, même un peu incompréhensible dans la mesure où j'ai pas trop saisi en fait ce qu'ils voulaient faire avec des tas de joueurs, 3-4 joueurs voilà, derrière la défense. Ils l'ont fait quoi 2-3 fois. C'était un peu curieux comme ça à l'image, mais pour pouvoir défendre sur ce genre d'action, faut avoir déjà beaucoup de concentration. On savait que la défense du PSG ces derniers temps, c'était pas trop ça. Elle a un peu été ébranlée face à certains adversaires en Ligue 1 notamment, mais sur l'alignement, effectivement, c'est soit tu donnes il faut que tu sois hyper concentré et que le capitaine ou un défenseur central donne-le là pour qu'ils soit ils avancent, soit ils reculent. Mais c'est toujours hyper compliqué. Surtout avec eux, ils étaient 3-4 mètres derrière, 3-4 mètres derrière. Est-ce que tu avances? Est-ce que tu recules? Que fait le gardien derrière? C'est hyper compliqué. Mais ce que dit Alex est très juste. Un truc, ce que tu disais tout à l'heure, en fait, ils sont arrivés. Arsenal m'a beaucoup déçu dans la mesure, en fait, ils sont pas venus avec 17 plans de jeu. Ah oui, En fait, il me semble que 40% de leurs buts viennent des coups de pied arrêtés. Hier, en fait, j'ai pas eu l'impression qu'ils aient multitude d'armes offensives pour contrer ce Paris Saint-Germain-là. Hormis les CPA, j'ai pas vu grand-chose chez Arsenal. Et ce qui était intéressant, c'est qu'effectivement, leur tactique, alors nous, ça a l'air un petit peu barbare parce qu'on n'a peut-être pas l'habitude, mais ça revient un peu tout le temps à la même chose. Ils commencent à 5 hors-jeu dans une pile très loin au deuxième poteau. Ils courent, ils se remettent en jeu d'un coup. Ils poussent un petit peu les défenseurs du Paris Saint-Germain. C'est très curieux. L'adaptation du PSG où elle a été intéressante, c'est que tout le monde s'est dit on fait pas d'individuel. Il n'y a pas d'individuel. C'est exactement ça. Dans le truc, c'est qu'on va pas prendre un mec, etc. On fait de la zone, on se met dans notre endroit et quand la balle elle arrive dans notre zone, on la prend. Mais t'as vu la défense sur les corners où en fait ils se sont alignés sur la ligne des 5 mètres 50, c'est-à-dire qu'en fait ils faisaient une espèce de grille autour de Donnarumma. Il n'y avait pas un joueur d'Arsenal qui est passé. Tu ne pouvais pas rester trop près de Donnarumma parce que ça peut gêner Donnarumma. Si tu avances un peu, tu ne sais pas ce qui peut se passer de l'autre côté. Ça veut dire qu'ils peuvent jouer le coup franc autrement. Tu vois, c'est hyper complexe à gérer, surtout avec cette défense du PSG. Tu vois, ce que je voulais souligner, c'est qu'en fait, ça se voit que ça a été taffé, ça se voit que ça a été analysé, et ça se voit que le staff de Luis Enrique a trouvé la parade. Et c'est quand même pas rien, parce qu'en fait, encore une fois, c'est un des très très gros points forts de cette équipe d'Arsenal. Alors nous, effectivement, l'espèce de chorégraphie, sur le coup, quand ça marche pas, c'est un peu ridicule, mais c'est quand même beaucoup passé cette saison. Et oui, effectivement, il y a beaucoup d'équipes qui sont tombées dans le piège, et le PSG n'est pas tombé dans le piège. En parlant de hors-jeu, l'une des équipes qui joue mieux le hors-jeu aujourd'hui en Europe, c'est Barcelone. Ah oui, bien sûr. Voilà, eux, ils le jouent différemment, mais ils le jouent au millimètre près. Ah oui, c'est vraiment, c'est une partition, c'est hyper calculé, c'est bien fait. Et je vous invite, s'il y en a qui revoient le match, je vous invite la dernière minute, donc la dernière situation où il y a le corner pour Arsenal. On voit Nicolas Jauvert, qui est donc le Français préparateur des coups de pied arrêtés pour Arsenal. C'est lui qui est à la base du design de toutes ces combinaisons-là. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que dès qu'il y a un coup de pied arrêté, gros plan sur lui, il se met en avant. Mikel Arteta est derrière, alors que c'est l'entraîneur principal. Et donc, il y a Nicolas Jauvert qui, sur la dernière minute, dit Ben, c'est toi, Ben. Ben, c'est Ben White qui venait de rentrer, qui était rentré un petit peu avant. Et Ben White, c'était donc celui qui était censé jouer. En fait, il y a toujours un joueur d'Arsenal qui joue avec la règle sur l'obstruction potentielle sur le gardien. Et donc, le gardien est gêné et il y a un mec qui vient la prendre de la tête. C'était Ben White qui était désigné pour ça. Et il y a eu faute de Ben White sur Donnarumma sur la dernière occasion. Donc, c'était assez intéressant à voir.
Ton j'aime. J'aurais pu faire 250 j'aime. À chaque fois qu'on vient à cette émission, on est obligé de trouver. Enfin, il est Un plus dur de seul. trouver un j'aime pas que Oui, de trouver ouais. un j'aime, bien C'est évidemment. vrai. Et surtout un j'aime en individuel. C'est vrai. Parce qu'un j'aime en individuel, je peux te citer la quasi-totalité de l'équipe. Allez, hormis probablement peut-être Hakimi légèrement en dessous. Et bon, là j'empiète un petit peu, voilà. Et Doué probablement un petit peu en dessous. J'aurais pu citer Dembélé, mais je pense à Donnarumma évidemment. On a eu moult débats sur lui, mais hier il a sorti une énorme prestation. Il a été décisif en demi-finale de Ligue des Champions et c'est un match qui contraste totalement avec le match du mois d'octobre où il était passé totalement à côté, mais il sort 2 arrêts, notamment un face à Martinelli à la 45e et Trossard à la 56e. Bien sûr, ouais. C'est du très très haut niveau. Je fais mon petit mea culpa ici. Il y a quelques mois, j'avais dit qu'il ne progresserait probablement pas. J'avais dit que voilà, il avait atteint son plafond de verre, mais en fait, je me suis trompé. Non, mais il faut dire les choses aussi, parce Non, mais qu'il y en a c'est très très peu bien. ici qui. C'est très bien de le dire. Non, t'as mais raison. faut le dire. Ouais. Et je pense qu'il a vraiment progressé. Bon, on sait que c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur sur sa ligne. Ah là, faut le déplier. Ça a pas changé. Voilà, le 96. Le temps de réaction, Le temps de sur réaction. la frappe de Trossard. Je ne sais pas Ouais. si vous avez vu effectivement cette infographie de la Sky, où je me souviens plus d'un média italien, voilà, qui montre le tir de, je sais plus, c'est Martinelli ou Trossard, où il se déplie en moins d'une seconde, il se retrouve à terre, mais c'est juste improbable. Alors, meilleur sur sa ligne effectivement, sortie aérienne, bon. C'est pas super académique, mais il s'est quand même, malgré tout, Il se amélioré. donne. Il a pas peur. Il se donne. Tu sais, il n'y allait pas. Désormais, il y va. Tu vois, tu sens qu'on lui a parlé, on lui a dit bon, écoute, maintenant, il va falloir, avec ton 1m96, il va falloir que tu t'imposes dans la défense, que tu rassures tes défenseurs. Il y va. Et il rassure davantage. Il est beaucoup plus serein. Et tu as l'impression aussi, ça, je ne le sais pas, j'ai aucune information à ce sujet-là, tu as l'impression qu'il est beaucoup plus fit aussi, d'une certaine manière. Tu sais, il est moins pâteau. Il est un peu moins lourd que ce qu'il n'était au mois d'octobre. Je ne sais pas si la prolongation entre en jeu, mais en tout cas, faut dire ce qui est. Il a été grand hier. Il a été grand et pour moi, c'était l'homme du match à la place de Vitinha, qui a fait un bon match aussi, mais c'était D'ailleurs, mon homme du match. D'ailleurs, Vitinha a fait un post sur les Ah oui, réseaux absolument. sociaux où il a pris une photo avec Donnarumma, il lui a donné le trophée du meilleur joueur, il a dit le vrai MVP, C'est lui. c'est lui comme Absolument. ça. Voilà. Mais non, mais évidemment d'accord avec tout ce que dit Abdellah. Et c'est vrai que je m'étais pas fait la réflexion sur le côté fit, le côté un peu physique. Et c'est vrai que alors, C'est une impression, c'est peut-être Alex. aussi parce que Ouais. vu qu'il s'est rasé, on dirait qu'il a le visage un peu plus mince. Mais enfin bref, c'est une possibilité. C'est marrant. Oui, bah en fait, dans tout ça, c'est vrai que on était beaucoup à penser que Donnarumma ne pourrait pas progresser. Évidemment, on s'est tous un peu gourés, mais en fait, c'est tout simplement parce que là où il a progressé, et c'était là où le plus important où il devait progresser, c'était au niveau mental. Et Donnarumma, il a passé après Liverpool, quand il s'est pris des sauts de défection sur la tronche, je pense qu'il a eu un espèce de déclic mental où il s'est dit mais en fait soit je réponds maintenant sur le terrain, soit je suis mort en fait. Absolument. Parce que voilà, c'est un peu ça passe ou ça casse. Et depuis le match contre Liverpool, le match aller contre Liverpool en Ligue des Champions, il n'a rien à se reprocher. Ouais. Voilà, il n'a rien à se reprocher. Est-ce que c'est pas le meilleur gardien de la phase éliminatoire de la Ligue des Champions Ça se joue peut-être avec un garçon comme Sommer ou quelque chose comme ça, mais c'est-à-dire que c'est en tout cas peut-être celui qui a été le plus décisif, c'est possible. Celui qui a été, parce qu'il encaisse quand même un certain nombre de tirs. Il a eu des grosses occasions à faire contre Aston Villa à Villa Park. Il fait pareil trois gros arrêts décisifs. Mais Contre c'est Liverpool, il en fait aussi. Et qu'est-ce qu'on attend d'un gardien on l'a souvent dit ici dans cette émission de cet acabit, c'est d'être décisif dans les Décisif en Ligue des moments Champions. clés. Oui. Les moments clés, c'est une demi-finale de Ligue des Champions. On a besoin que ton gardien te tire d'une mauvaise passe ou qui te sauve à des moments clés. C'est exactement ce qui s'est passé hier soir. Exactement ça, ouais. Et effectivement, là, tu disais, ta question, c'était, bon, est-ce qu'il y a peut-être meilleur... hormis Courtois, peut-être, tu vois, voilà, que je mets à part. Pour moi, c'est un énorme... Pour moi, c'est le plus grand gardien européen à l'heure actuelle. Je pense que, voilà, c'est ce qu'il est dans... Ouais, il est facile, enfin, probablement dans le top 3, top 4. Ouais, probablement. Facilement. Bon, c'est bien, c'est déjà bien. Oui. Je fais mon j'aime tout de suite, comme ça après Allez. on embraye sur les j'aime Ah pas. oui, ça. Mon j'aime, c'est Ousmane. Alors, tout le monde bien dit, sûr. tout le monde va dire ah ouais, c'est facile, c'est parce qu'il a marqué, etc. Je suis fan du jeu d'Ousmane Dembélé. Pas du fait qu'il ait marqué un but, c'est très bien qu'il ait marqué du pied gauche et j'adore. C'est un but qui est tellement important. 3 minutes de jeu, tu mets la tête sous l'eau tout de suite de ton adversaire, etc. Mais dans le jeu, ce qu'a fait Ousmane Dembélé sur la première demi-heure, c'est extraordinaire. Parce que tu as
retour où il décroche. C'est comme ça qu'il crée d'ailleurs le premier but, où là, Arsenal savait absolument pas comment le prendre. Personne ne savait. Personne ne savait comment prendre Ousmane Dembélé. T'as aussi balle au pied. Une chose qui est hyper intéressante et qu'on n'a pas vu venir, c'est qu'il a non seulement une belle vision du jeu, mais une très belle vision du tempo. Et donc, en fait, il arrive à soit jouer avec le fait qu'il va peut-être dribbler, peut-être passer, peut-être même frapper, puisqu'il le fait depuis le début de l'année 2025. Et donc, en fait, on a un joueur, Ousmane Dembélé, qui est un joueur intelligent. Et on avait peut-être oublié, si on l'avait su à un moment, que Ousmane Dembélé était un joueur intelligent. On savait qu'Ousmane Dembélé était un joueur qui faisait des différences, qui avait de très grandes forces d'élimination, mais on n'avait peut-être pas la sensation que c'était un joueur intelligent sur le terrain, en forme de gestionnaire, en forme de passeur et même de buteur. Donc c'est vraiment un match que j'ai adoré. Quand tu parles d'intelligence, évidemment, je parle d'intelligence de jeu. De jeu, voilà, qu'on soit... un joueur intelligent, c'est vraiment... Qui est un vrai QI football. Bien sûr, exactement, exactement. On a toujours dit, de toute façon, Dembélé, c'est un tout droit qui va faire des dribbles, et puis voilà, il sait à peu près faire que ça, et puis il va taper fort, et puis voilà, c'est tout ce qu'il sait faire. Non, Dembélé, c'est un joueur intelligent qui, via ce que lui a fait Luis Enrique depuis qu'il est arrivé, je pense, l'a fait énormément progresser ou prendre conscience de ce qu'il pouvait faire. Mais c'est bluffant, et ça a été un vrai problème pour Arsenal de gérer Dembélé. Ils ont mis 20 minutes, Saliba a mis 20 minutes à comprendre qu'il devait sortir sur Dembélé. Sauf que quand il a fait ça, Dembélé, intelligent, il est parti à droite, et c'est Désiré Doué qui a commencé à venir le faire aussi. Bref, j'adore. Merci Ousmane. Plus que le but, son match, c'est vraiment, c'est pas un match d'attaquant parce que c'est pas un pur numéro 9, mais c'est le match du faux 9 que veut Luis Enrique. C'est parfait. Pour moi, c'est un match de papa. C'est un match de papa, c'est un match de méchant, c'est un match de gars qui incarne à merveille ce que veut mettre en place Luis Enrique depuis des mois et des mois maintenant. C'est un mec qui s'est totalement métamorphosé depuis qu'il a rencontré Luis Enrique, et depuis la symbolique est un peu... il n'a pas joué le dernier match, il a mis sur le banc, il y a eu un peu de bisbille. Il n'avait pas fait venir même. Il n'avait même pas fait venir, etc. Regardez aujourd'hui où il en est. Il a décidé d'être beaucoup plus méchant devant le but. On lui a fait comprendre que c'était un cadre, qu'il avait des responsabilités, et qu'il était vraiment au-dessus. Et il a été... mais Saliba l'a déclaré d'ailleurs en interview après match. C'est un calvaire. C'est un calvaire, parce qu'il joue entre les lignes, c'est décrochage intempestif, et même au-delà de la technique, parce qu'on sait que c'est un joueur hyper technique, c'est surtout en fait sa mentalité. C'est sa mentalité qui fait que c'est plus le joueur de Barcelone, c'est plus le joueur, même Dortmund, Rennes ou n'importe quoi, on va pas remonter des années en arrière, mais c'est un joueur avec un mental toute épreuve. Il se donne, et tu le vois dans son attitude, on en a parlé ici, il court partout. Il a terminé sur les rotules, il était cuit. Ses décrochages, pressing, premier rideau, c'était lui. Tu le vois haranguer ses partenaires, que ce soit à gauche ou à droite, qui leur demandait de monter systématiquement sur les porteurs de balles d'Arsenal. Franchement, le match hier de Dembélé, c'est du très très haut niveau. Ouais, et les dernières infos, c'est qu'il ne va pas passer de radio Ousmane Dembélé, donc il y a un vrai optimisme. Alors, il ne fera pas le déplacement. Pour à Strasbourg, être honnête, on a posé la question. On a posé la question hier. Les gens étaient, même Hakimi, on a ri. Il en a ri avec Dominique Armand sur Canal+, où il y a Dominique Armand qui lui dit il voulait juste se reposer en fait. Ouais, c'est ça. Mais donc, je pense qu'il avait une petite gêne, mais c'est pas assez grave pour passer des examens, et donc pour potentiellement être absent pour le match la semaine prochaine. Tu voulais dire un truc sur Dembélé ou c'est bon? Oui, moi en fait ça me rappelle un petit peu, je sais pas si vous vous souvenez, la saison dernière, donc quand Luis Enrique a pour la première fois fait évoluer Dembélé dans l'axe, c'était contre la Real Sociedad au match retour. Et en fait, il avait été excellent dans ce rôle justement de 9,5, voire de 10, voire de 8, où il bougeait beaucoup sur le terrain avec beaucoup de liberté, etc. Et on se posait la question, on se disait, mais du coup, comment est-ce qu'on préfère Dembélé ? Est-ce qu'on le préfère dans ce rôle d'ailier percutant où on sait qu'il est très fort, c'est un des meilleurs au monde pour dribbler, pour casser des reins de latéraux, ou est-ce qu'on le préfère dans ce rôle très intelligent qu'il sait faire de 9,5 ou de joueur axial, etc. Et en fait, moi, ce que j'apprécie on disait, il perd un peu trop de ballons dans l'axe. Ça a changé. En fait, on se demandait quelle version de Dembélé était celle qui était préférable d'avoir. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, je me disais, il est quand même tellement précieux sur le côté, ce serait dommage de s'en passer, etc. Et en fait, je crois que là où Luis Enrique a été fort, c'est qu'il a choisi juste de pas choisir. En fait,
fait. C'est-à-dire que dans l'essence même de son système, Ousmane Dembélé, il peut tout aussi bien passer 20 minutes du match à être dans l'axe, à courir partout avec l'énergie qu'on lui connaît. Je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait que Dembélé, il ne s'arrête jamais de courir de la première à la dernière minute où il est sur le terrain, et c'est hyper appréciable. Et puis en fait, des fois, il va les permuter avec Kvaratskhelia, il va les permuter avec Doué, il va changer de poste, il va changer de pied, il va changer de machin. Moi, je le voyais davantage comme un lieutenant avant, et j'ai l'impression qu'on lui a fait comprendre que non, ce n'est plus un lieutenant. En fait, c'est lui le chef désormais. Tu vois, c'est lui le cadre, c'est lui le chef. Prend tes responsabilités. Et d'ailleurs, on l'a vu qu'il était énervé quand, en étant chef, il y avait des moments où ça marchait moins bien, comme Absolument. contre Aston Villa notamment. Le seul, probablement, en fait, si j'ai 3 secondes là-dessus. Vas-y. Voilà, le seul, peut-être, qui n'a pas hérité d'une certaine manière, je ne sais pas comment le formuler, des bienfaits du repositionnement de Dembélé au centre, c'est Hakimi. Que je trouve un cran en dessous depuis que Dembélé est passé au centre. Et j'ai l'impression que notre côté droit, même si évidemment ça permute beaucoup, j'ai l'impression que notre côté droit est beaucoup plus, un peu plus délaissé, voilà, moins est un peu important plus délaissé, qu'il ne moins l'était. important qu'il ne l'était à l'époque où il y avait effectivement Dembélé sur la droite. Voilà. Peut-être, c'est possible. Alors après, Hakimi, je pense qu'il est aussi très très fatigué Je- sur la saison. Absolument, ouais, il a l'air. que ça commence un petit peu. Il a l'air cuit. Ça commence un petit peu à jouer dans son jeu. Les j'aime pas, on va être un peu plus rapide, comme ça on a le temps de faire les débats, parce qu'il faut qu'on rende on vous ment pas, il est 17h30 là au moment où on vous parle, et on doit rendre le studio à 18h. Donc moi-même, il faut me dire en registre, il ne faut pas le rendre à 55, comme ça je saurais. Comme ça je saurais. Mais j'aime pas, vas-y. Moi, très vite, il y a 2 choses que j'ai pas aimées. La première, c'est cette insulte au football qu'a été le tifo d'Arsenal avant la rencontre. Je crois qu'il faut que l'UEFA prenne des sanctions très claires en fait contre ce genre d'ignominie. Voilà. La deuxième chose que j'ai pas aimé, que j'ai moins aimé, on va dire, même si c'était un peu sévère, c'est j'ai été un peu déçu par le match de Désiré Doué. J'ai trouvé que même s'il y a évidemment cette occasion, cette frappe qui est brillamment repoussée par Raya en première période, j'ai trouvé qu'il arrivait un peu moins à faire des différences avec le ballon, qu'il était un peu moins décisif, qu'il s'est un peu emmêlé les pinceaux, qu'il s'est un peu emmêlé les crampons, et voilà, je l'ai trouvé juste un tout petit peu en dedans sur ce match, et il nous avait habitué à tellement survoler tout depuis quelques semaines que voilà, c'est un j'aime pas, mais qui est vraiment un j'aime bof, quoi. J'ai un j'aime moyen, mais vraiment un peu sévère, mais voilà, j'ai un peu moins aimé le match de Désiré 2, je trouvais que c'était le seul qui était un peu en dessous. Avec Hakimi, on en a parlé tout à l'heure. Bon, ça va. C'est un En petit fait, j'aime pas. mais Romain, C'est un petit j'aime pas. honnêtement, ouais, on va passer sur les j'aime pas. Oui. J'aime pas. Bon, vas-y, donne-nous le tien. Très très rapidement, moi j'ai pas aimé d'une certaine manière l'attitude de beaucoup de certains, ou voire beaucoup d'observateurs que de l'autre côté de la Manche, ou même ici en France, sur le fait que voilà, ils voyaient la plupart Paris sombrer à l'Emirates parce le que climat, oui, même le ici climat négatif le climat même négatif, dont attention, parlait pas le Lucien climat. Riquet. Je sais pas, parce qu'on est obligé, t'es en conf, t'es obligé de poser des questions. Tu vas pas dire que tout va bien, etc. Oui, forcément, tu vas tenter de poser des questions sur ce qui ne va pas, ou ce qui va moins bien plutôt. Mais effectivement, moi, je me suis rendu compte qu'on avait débattu ici, qu'on avait fait quelques débats sur Le Havre compliqué, Nice, attention, c'est compliqué, la série d'invincibilité, on en a fait tout un foin là-dessus, mais bordel, tout un foin. Même toi, tu nous as saoulé avec. Moi, mais j'ai dit que finalement, j'aimais bien le fait qu'on soit invincible pour marquer l'histoire. Oui, mais finalement, qu'est-ce qu'on veut au final? On veut quoi? On veut des trophées, la série d'invincibilité. On s'en moque. Voilà, après coup, moi j'attendais de voir le match face à Arsenal. Ça nous donne raison. Ils ont levé le pied. Ils ont levé le pied, ils étaient en mode gestion. On arrive à 50, 55 matchs, bientôt 60 matchs pour certains joueurs. Ça y est, c'est sur les joueurs n'avancent plus. Donc la gestion, mettre en avant la gestion de Luis Enrique, bien évidemment. Et pourquoi je dérive un petit peu, mais c'est surtout le fait que tout le monde voyait ce Paris Saint-Germain sombrer du côté d'Arsenal. Se casser les dents. Ouais. Exactement. Bon, c'est des petits j'aime pas, mais c'est bien. C'est des petits j'aime pas, ils sont mignons. Juste, Bruno en a parlé. Moi, l'ambiance de l'Emirates, alors je sais pas si c'est un j'aime pas mais quelle cathédrale, quoi. C'est quoi ce truc? C'est quoi cette... Mais il a fallu que Arteta. J'ai fait des tweets là-dessus parce que ça m'a amusé. Je trouvais que c'était presque un gag à partir de la 60e minute. Les grands gestes là. Comme ça là. Ceux qui sont en vidéo, ils le voient là sur YouTube, mais les grands gestes de Arteta, de Timber, de Declan Rice là, vas-y, allez, on essaye d'haranguer le public, et puis ça prend pas, quoi. Ça prend pas parce que ce public, il a pas l'habitude de s'enflammer, y a rien de voilà, surprenant, quoi, même c'est mou, quoi. au-delà du public d'Arsenal en soi, c'est juste un public anglais, quoi. C'est un public anglais qui est sage, qui vient pour regarder son match. Il y a des publics anglais qui sont un peu plus fervents que celui-là. Franchement, honnêtement, même, tu vois, moi je suis allé à Liverpool, je suis allé à Villa Park. Bon, en fait, c'est juste si le scénario du match n'est pas favorable à ton équipe,
les mecs, c'est silence radio, quoi. Il y a pas de son, pas d'image. C'est juste que c'est des supporters qui ont pas cette culture-là de l'encouragement permanent, du chant permanent. C'est pas la même, mais c'est pas la même. Enfin, voilà, voilà, on c'est- va c'est pas pas la même refaire. culture, On va, quoi. oula, mais non, mais c'est même pas, pas une autre culture, mais on va pas refaire l'histoire du championnat de la première ligue. Oui, oui. Voilà ce qui s'est passé dans les années 80, 90, ce que sont devenus aujourd'hui les stades anglais, aseptisés, particulièrement celui de l'Emirates, Et parce qu'il y a d'autres c'est- stades c'est où il y a le- quand même de l'ambiance. les- Et si on l'Emirates- descend dans les divisions, si on descend de division, effectivement, il y a énormément d'ambiance, mais on peut pas comparer en fait la culture ultra qu'on a nous en France ou même en Italie ou en Espagne avec ce qui se passe là-bas Clair et d'une net. certaine manière. Et il me semble, juste un dernier mot là-dessus, que l'Emirates, c'est le stade le plus cher d'Angleterre. Bah, C'est même un des stades les plus chers, si ce n'est le plus cher d'Europe. Et donc voilà, c'est un La pays qui est très corrélation, gentrifié, quoi. Et donc je pense que si t'étais allé là-bas pour le 3-0 Tu peux contre être le Real riche, Madrid. Tu peux être riche et mettre Oui, de l'ambiance. mais, hein. oui, mais mais c'est en fait c'est un public t'as le droit de différent. crier, C'est un ah public non. différent. Et je pense que si C'est un t'étais public allé là-bas différent. pour le 3-0 contre le Real Madrid, je pense que ça aurait été une ambiance de fou, mais parce que c'était voilà un scénario favorable, etc. Mais c'est clair que c'est pas la même culture qu'à Paris où de la première à la dernière seconde ça chante même quand le résultat est pas bon, quoi. D'ailleurs, Voilà. ils étaient fascinés par la Mais présence du CUP, etc. Enfin voilà, et des ultras Oui. là-bas, ils étaient filmés de A à Z du début à la fin du match. Mais il y a une information qui vient de tomber là, et peut-être que ça aurait fait office de mon j'aime pas via RMC Sport qui nous dit que des supporters anglais ont été filmés en train d'adresser des cris de singe à la délégation parisienne alors qu'elle quittait l'Emirates Stadium après sa victoire en demi-finale à l'île de Ligue des Champions. Super Donc ambiance. voilà. Top. Donc ça aurait été mon j'aime pas. Tout bon les Allez. supporters nationaux. C'est bien. Bravo. Bravo. Je termine Belle sur une bonne soirée, note. hein. Merci. Belle soirée. Merci Abdella. Belle Merci. soirée, 1-0, belle ambiance, belle valeur, c'est top. Bravo. On va faire les. Petit débat. Allez, on Allez, débat. petit débat. C'est parti. hein. Alors justement, tiens, on embraye là-dessus, c'est intéressant. Le PSG, la question qu'on pose, c'est de savoir si c'est la meilleure équipe anglaise ou la meilleure équipe d'Europe. À la base, c'est Bruno qui a fait cette question. Je l'ai appelé et je lui ai dit, alors je veux bien que tu me l'expliques, comme ça je vais pouvoir la poser, ça va être bien. Et il m'a demandé, en gros, est-ce que le Paris Saint-Germain a trouvé la parade face aux équipes anglaises, parce qu'il y a eu Manchester City en phase de ligue, il y a eu Liverpool en huitième de finale, il y a eu Aston Villa en quart, et là maintenant il y a cette victoire à l'Emirates Stadium face à Arsenal. Est-ce que c'est juste qu'on a trouvé la parade face à des équipes anglaises et leur style de jeu, ou est-ce que la manière dont le Paris Saint-Germain arrive à se décortiquer des situations et via son identité à lui, au PSG, et donc arrive à faire de grandes prouesses? Est-ce que tu penses que notre jeu match particulièrement avec les équipes anglaises, où on a véritablement une force de frappe qui est impressionnante? C'est marrant parce que il y a une semaine, j'étais sans faire mon auto-promo, mais j'étais en Pigeot Parisien la semaine dernière et ils m'ont demandé de faire un sujet comment le PSG performera en première ligue. Voilà, un sujet un peu football fiction. Bah, comme par hasard. Et voilà, mais bien sûr, et effectivement, c'était un peu le même postulat, c'est-à-dire, bah oui, effectivement, le Paris Saint-Germain a sorti un peu pas mal d'équipes anglaises cette saison Ligue des Champions, a bien performé, et puis en même temps, le championnat anglais, c'est un truc qui est tellement particulier, qui est tellement intense, qui est tellement pressant quoi pour les équipes qui le jouent, que on sait jamais trop vraiment ce que ça donnerait, voilà. C'était la petite parenthèse, mais en fait je pense que le PSG, d'une part, fondamentalement parlant, footballistiquement parlant, c'est une des meilleures équipes d'Europe cette saison, et donc c'est le football, c'est pas anglais, c'est pas espagnol, c'est pas italien, c'est un langage universel, et cette saison c'est le PSG qui le parle peut-être le mieux, et par ailleurs je pense que le PSG, au-delà d'avoir réussi à gérer les équipes anglaises, a réussi à régler un peu sa matrice mentale pour aborder ce genre de très grand rendez-vous. Et en fait, il se trouve que cette saison, les trois matchs à élimination directe du Paris Saint-Germain, les 3 doubles confrontations ont été contre des équipes anglaises. Donc 3 fois, ils ont eu à gérer ce contexte-là. Mais je pense qu'il y aurait eu les mêmes résultats contre des équipes italiennes, des équipes espagnoles, des équipes allemandes. Je pense que c'est juste le PSG cette saison qui, mentalement, arrive à faire quelque chose qui fonctionne, et ça lie parfaitement avec leur football, qui est sans doute un des plus beaux et un des plus efficaces cette saison. Ce qui est certain, c'est que, alors j'ai des stats si vous voulez, le Paris Saint-Germain, avec sa victoire hier, a gagné plus de matchs contre des équipes anglaises en 2025 que Southampton, Ipswich, Leicester combinés. Oui, bon, après, ils ne prennent pas des clubs. C'est 3 relégués, mais bon, c'est fou. en vrai. c'est Les trois trois relégués, mais c'est fou. les 3 relégués de première ligue ont gagné moins de matchs contre des clubs de PL que le PSG en 2025. Voilà. c'est pas mal. Non, mais quand c'est même. terrible. En fait, et c'est vrai ce que dit Alex, c'est que le PSG, d'une certaine manière, a su relever le défi physique de ces équipes-là. Moi, l'équipe qui m'inquiétait le plus, enfin au-delà de City, parce qu'il y avait un contexte encore une fois particulier, ils les ont quand même sortis. Il y a cette dimension mentale.
ils reviennent 2-0. Ils reviennent, c'est 4-2. Voilà. Liverpool, 0-1. Ils gagnent au retour. Donc, tu vois, on est encore dans. Il y a vraiment, encore une fois, cet aspect mental qu'il faut mettre en avant, inculqué par Luis Enrique. Et hier, tu as les 3 du milieu. D'ailleurs, c'était dans l'article du jour, dans l'équipe, très intéressant, de José Barroso. C'est le trio, Ruiz, Vitinha, Neves, qui s'est mis en ordre de marche, pour contrecarrer en fait cette équipe d'Arsenal. Ils se sont mis au niveau parce combien de fois on a entendu oui, on a une équipe trop petite, on n'a pas de grands gaillards, il va falloir qu'on recrute des gars un peu plus costauds, etc. Mais non. Et en fait, Luis Enrique a mis en place des plans de jeu et des tactiques qui a permis à ces gamins-là, qui sont très jeunes, faut le rappeler, mais qui sont hyper jeunes. Je crois comment 20 ans, 20 ans. Attends, dans le milieu à 3, c'est Ruiz le plus âgé, mais l'autre il a fait il a fait une saison et demie à Benfica. L'autre, mais on se rend vraiment pas compte des prouesses techniques, athlétiques et surtout, mais il faut vraiment insister là-dessus, mentales de cette équipe face à ses adversaires anglais. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans le J'aime pas, mais Fabien Ruiz encore un très très gros match hier. Énorme le match qu'il fait. Joao Neves qui avec son 1m22 là, qui va te chercher des ballons de la tête dans tous les sens, qui te bouscule des gars qui font 25 kg plus que lui. En fait, il est absolument partout. Allez, je vous invite à regarder les maps des joueurs. C'est juste incroyable. Joao Neves, c'est un demi de mêlée au rugby. C'est ça. Au rugby, quand le demi de mêlée, il est tout le temps, dès que l'attaque elle se fait, il est au sortir du ballon pour le prendre et pour le redistribuer. Et puis en fait, à chaque fois que l'action elle doit démarrer, il est là. Joao Neves, c'est ça. Et à tout ça, et à ces trois-là, t'ajoutes Ousmane Dembélé qui arrêtait pas de redescendre et de venir chercher le ballon, etc. Et tu t'étonnes qu'Odegaard, il ait pas vu la lumière du jour, quoi. Mais il l'a pas. Mais ils ont totalement éteint ce milieu de terrain. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que Joao Neves, en termes de contre-pressing, c'est ce qui se fait de mieux en Europe. Ah ouais, c'est vrai. C'est la crème de la crème. Moi, j'en avais déjà parlé pendant une chronique. S'il se lance pour essayer de faire un pressing, ça mène soit à une récupération, soit une passe contrée, donc ton attaque est avortée, soit l'adversaire qui est obligé de revenir vers l'arrière. Donc franchement, c'est trop génial ce gars. Ouais, c'est pas mal. Donc le PSG, meilleure équipe européenne plutôt que meilleure équipe anglaise. Oui, parce que tu sais pas ce qui peut se passer. Bon, imagine, ça tombe face à l'Inter. Si à finale, on va y venir, parce que si à finale, c'est pas fait encore. Si à finale, ça sera soit Barça, soit Inter. On verra. C'est une autre façon de jouer. D'autres styles encore différents. Absolument. Voilà. On va faire une petite pause et puis on terminera avec les 2 derniers débats. On va parler un peu mental avec le pourcentage de qualification du Paris Saint-Germain et puis on parlera turnover avec le match face à Strasbourg. Infotrafic, musique et bonne humeur, le 16-19 de ici, Paris-Île-de-France. Salut à tous. Éric Bastien. C'est quoi le 16-19 ? 3 choses à retenir. L'actu télé avec Patrice Gascoin, 100% PSG, l'actu avec Pierre Clément et des cadeaux en voiture. En voilà tout à l'heure. Ici, Paris-Île-de-France, on fait la route ensemble de 16h à 19h. 100% PSG, la tribune. De retour dans 100% PSG, la tribune avec Abdel Boulma et Alexandre Aflalo. On est là et puis on vient d'avoir les nommés pour les trophées UNFP de Ligue 1. Donc on a des petits débats. Et dans le trophée du meilleur joueur, il y a 5 nommés. Il y a 4 Parisiens. Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Vitinha et Ryan Cherki. Aïe, ça va faire parler ça. Potentiel parisien. Toujours étonnant. On sait qui va l'avoir, mais toujours étonnant la liste des nommés des trophées UNFP. Oui, franchement, sur les 4 du Paris Saint-Germain, il y en a 2 qui ont pour moi rien à faire là. Désiré Doué, il n'a rien à faire là, il n'était pas titulaire en début de saison. Ouais. Et Vitinha, je trouve que ses prestations en Ligue 1, cette année, c'est pas non plus. On a parlé du début de saison qui n'était pas dingue. Joao Neves mériterait plus. Mais bon. Mais tant mieux. Non, il est passé par. Non, il va l'avoir. Donc voilà. Attention, par exemple, Vitinha, par rapport à Tolisso, il ne doit pas être là normalement. Mais bon, après, chacun. Ouais, bon, ça c'est un autre débat. Ouais. Bon, voilà. On aura l'occasion d'en reparler, notamment. On a aussi Désiré Doué et Joao Neves dans la catégorie du meilleur espoir, Luis Enrique dans la catégorie du meilleur entraîneur, Gianluigi Donnarumma dans la catégorie du meilleur gardien, et je crois que c'est tout, et c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Voilà. On a aussi Kylian Mbappé dans la catégorie meilleur français à l'étranger. Voilà. C'est vrai ? Oui. Mais c'est pas parisien, ça. Ah bon ?
Non, pardon, je me suis trompé. Je sais Excusez-moi, pas. c'est la vieille habitude. Je sais Pardon. pas. Ouais, je sais pas. Et si je puis me permettre, il y aura bientôt la remise du prix Marc Vivien Faué, meilleur étranger du championnat de France, qui sera normalement Bon, il y a remis Jean-Hakimi à notre ami international marocain. Peut-être. Et évidemment, Voilà. pardon, évidemment, on faut aussi citer Sakina Karchaoui pour le trophée de meilleure Oui, je l'ai joueuse pas dit, de je l'ai pas Première dit, t'as Ligue, raison. Marie Hurst pour le trophée de meilleure gardienne et Corbin Albert pour le trophée de meilleur espoir. T'as raison, je les ai pas Juste donnés. une petite question, je sais qu'il nous reste pas beaucoup de temps, mais il n'y avait pas une année, c'était sous Ibrahimovic, où ils avaient quasi raflé tous les trophées. Ouais, c'est possible. Bon, ouais. bah là, ça va, on y va tout droit, mon cher Dans mes Abdellah. souvenirs. Voilà, Dans on mes y va tout souvenirs. droit. Non, peut-être pas de meilleur gardien, c'est pas sûr. Hein. Pas Ah, sûr. mais En Ligue 1, Dans mes- en Ligue 1, dans mes en Ligue 1, souvenirs. c'est pas sûr. hein. Mais regardez, Ouais. c'est possible. Juste les meilleurs Français à l'étranger, on a Kylian Mbappé, Michael Olise, William Saliba, Mike Maignan et Jules Koundé. Voilà. On y va ? Allez, On y va sur allons-y. le deuxième débat. Alors, le deuxième débat, il est plus sur le mental. Le Paris Saint-Germain a statistiquement 85% de chances de se qualifier. Est-ce qu'il faut se méfier des chiffres comme ça ? Alors, là encore, j'aime pas dire 85% de chances parce que c'est pas véritablement c'est pas de la proba de qualification, c'est 85% des cas quand une Oui. équipe a gagné 1-0 à l'extérieur se sont terminés par une qualification de l'équipe qui avait gagné. Voilà, Oui. c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir parce que on se rappelle tous du 0% de chance après le 4-0 du Paris Saint-Germain à l'aller face au Barça. C'est pas que le Barça avait 0% de chance, c'est qu'il n'y avait eu aucun cas, et donc ça donnait le 0. À travers ce chiffre, Alexandre, il y a l'aspect ultra favori pour la qualif en finale qui résulte de cette victoire au match aller. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se méfier du relâchement que ça pourrait engendrer ? En fait, pour moi, c'est même pas qu'il faut se méfier de ce chiffre-là, c'est qu'il faut même pas le prendre en compte. Mais ça, en fait, là où j'ai pas d'inquiétude, c'est que Luis Enrique, lui, ce genre de chiffre, rien à secouer. Il a gagné 1-0 à l'aller. Ce qu'il voit, c'est que si Arsenal marque un but au match retour, il y a 0-0 et il faudra tout refaire, quoi. C'est exactement Donc, ce qui s'est passé contre Liverpool, mais dans l'autre Donc sens. c'est exactement ce qui s'est passé contre Liverpool dans l'autre sens. Donc voilà, ça veut absolument rien dire. C'est un petit avantage dont il faut se féliciter, qui est mieux que rien. Mais je suis absolument persuadé, et ça je me fais aucun doute là-dessus, que Luis Enrique et les joueurs vont être en mission commando dès la première seconde du match retour, et que pour eux ce sera 0-0 et qu'ils vont pas défendre leur truc en se disant ah bah c'est bon, on a 85% de chance de passer, ce serait vraiment fou qu'on passe pas, quoi. Non, il y a pas de ça. Je pense que c'est une équipe qui sait apprendre de son passé, qui sait apprendre de ses erreurs. La saison dernière, ils se sont fait sortir par une équipe qui était pour le coup pas du tout favorite dans la double confrontation. Et voilà, humilité, travail, c'est les qualités de ce PSG. Ce sera encore le cas la semaine prochaine. Abdellah, j'ai l'impression que le groupe est complètement imperméable à tout ce qui se dit autour. Je pense C'est que l'impression même qui est pas donnée en tout cas par c'est Luis même- Enrique et la sérénité qui pourrait en C'est découler. même pas une impression, enfin, c'est la réalité. Je ne sais pas si vous avez écouté les déclarations d'après-match, que ce soit Hakimi, que ce soit Neves, etc. Les éléments, enfin pas des éléments de langage, mais toutes. On les a. D'ailleurs, après le match, dans le vestiaire, c'était très calme. Voilà, on n'a pas encore gagné. Les premiers mots de Luis Enrique aussi à la presse, c'était on n'a pas encore gagné. C'est seulement, enfin, on n'est pas encore en finale. Il nous reste encore un match à gagner, et ça, ils l'ont compris. Je pense que c'est un truc en fait qu'on n'avait pas l'habitude de voir au Paris Saint-Germain ces dernières années. Voilà, on l'a remporté 1-0, mais c'est pas encore terminé. Et les stats, il en a rien à faire. Mais il en a rien à faire. Enfin, là, je l'ai dit, 11 des 13 équipes ayant gagné à l'extérieur en demi-finale aller, la Ligue des Champions se sont qualifiées à l'issue du retour. Mais il n'en a rien à faire. Sachant qu'en plus, il y a quand même une certaine partie de ces 11 équipes qui ont gagné à l'époque où le but à l'extérieur valait T'as fait plus. l'histoire du but à l'extérieur. Là, encore une fois, Il y a plus de calcul. là, encore une fois, si Arsenal marque un but ça remet tout à zéro. au match retour, ça remet tout à zéro, quoi. Donc c'est. Mais voilà. en fait, t'as aucune hystérie. Ils prônent le calme. Et ça, comment dire, d'une certaine manière, c'est la mentalité de Luis Enrique qu'il a réussi encore une fois à inculquer à tout son groupe, que ce soit les titulaires ou même les remplaçants. Tu vois, un remplaçant, ça rentre, ça se prend pas la tête. Tu vois, ça joue. T'as 2 minutes, 3 minutes, ça veut quand même montrer. Voilà, qu'il est capable de prendre la place du titulaire ou autre. Mais encore une fois, non, je pense qu'il faut vraiment pas se fier à ce genre de stats, même si elles peuvent être un peu, rassurantes d'une certaine manière. Tu as 70, 80, 90. Et l'histoire récente du Paris Saint-Germain nous a montré qu'il fallait absolument pas se fier à ce genre de stats, ou même pour d'autres équipes en Europe.
Ouais. Bon, vous sentez le PSG complètement concentré et donc pas du tout. Parce que il y a un peu. Alors je disais tout à l'heure, c'est les 24 heures de kiff, etc. Et peut-être que ça va bouger d'ici à mercredi prochain. Mais on sent quand même une certaine euphorie. Là, C'est normal. Il y a une petite euphorie. Non, mais Quoi. c'est normal. Tu viens de gagner en demi-finale de la Ligue des Champions à l'Emirates Stadium, dans un stade où il n'y avait qu'une équipe française, si je dis pas de bêtises, qui avait réussi à gagner dans l'histoire. C'était Non, mais c'est surtout que Monaco, je dis pas de bêtises. Oui, je crois que c'est ça. Ouais. Mais donc, Mais t'as ils quand même avaient, réussi un exploit. ils avaient marqué à chaque fois dans tous leurs matchs de Ligue des Champions depuis 2016, je crois. Ouais, c'est Oui, ça. oui, Depuis 9 ans, après, ouais. depuis 2016, il y a aussi un certain nombre d'années où ils n'étaient pas en Ligue des Oui, Champions. c'est mais donc voilà. Mais, Oui, c'était une stat malhonnête. Et alors mais oui, je l'ai vu passer aussi. T'as comme Je l'ai quoi passé tu peux aussi faire ce que hier, tu veux des stats. Non, mais ouais. évidemment qu'il faut cette dose d'euphorie. Il faut savoir savourer ses victoires. Il faut savoir réussir à apprécier le fruit du travail qui a été effectué et qui est indéniable. Maintenant, là pour l'instant, il y a 50% du travail qui a été effectué. Et alors 50%, c'est 50%, c'est bien, mais c'est pas 100%. Et tant que le PSG sera pas qualifié en finale de Ligue des Champions à la 90e minute plus temps additionnel du match retour mercredi soir à Paris au Parc des Princes, il y aura tout sera à jouer en fait. Tout sera à jouer parce que tout peut aller très vite. Un but on a bien vu hier, hier, à la en 4 quatrième. minutes, il peut y avoir un but. Voilà. Ah. Et Arsenal peut très bien marquer 2 buts en 10 minutes au Parc des Princes et puis garer les bus et que le PSG n'arrive pas à trouver de solution. Mais l'approche du match est hyper intéressante dans la mesure où, enfin désormais, ou peut-être que ça se faisait aussi avant, on parle plus sur un match à domicile, match à l'extérieur ou autre. Là, on parle en termes pratiquement de mi-temps. Voilà, on découpe ça en 4 mi-temps. Voilà, là, on en fait 2 mi-temps, il nous reste encore 2 mi-temps. D'ailleurs, Arteta, c'est ce dont il parlait aussi hier à la fin du match. Pour eux, c'est pas terminé. Voilà, ils donneront tout, il reste c'est 1-0. Attention, 1-0, mais c'est rien du tout. c'est rien fait. C'est rien. C'est- Il a voilà. même dit le PSG doit être soulagé qu'on n'ait pas marqué 2 ou 3 buts. Bah oui, oui, fatalement oui, mais eux aussi doivent être soulagés que PSG n'ait pas marqué 2 ou 3 buts. non Ah plus, quoi. ouais, parce que entre Donc, le penalty voilà. non sifflé, Barcola et Gonzalo Ramos, ça peut rentrer, hein, les copains. En vrai de vrai, pour répondre à ta question, Romain, je serais peut-être plus sur mes gardes si le PSG justement avait gagné 2-0 ou 3-0, en me disant, là pour le coup, il y a un vrai risque de relâchement. Là, le score, il est trop concernant pour pouvoir. C'est ça, et comme ce qui s'est passé à Aston Villa, c'est-à-dire qu'en fait, pour le coup, encore une fois, tu sais pas ce qui peut se passer. En 5 minutes, tu peux y avoir un retournement de situation complet. Sachant qu'ils ont eu des absents aussi. Voilà, tu relâches la pression 5 minutes et tu peux avoir une catastrophe. Là, pour le coup, à 1-0, tu es obligé d'être ultra concentré dès la première minute parce qu'en fait, tu sais que ton résultat, même ton avance, elle est trop fébrile, quoi. Et on rappelle que le relâchement à Aston Villa, il vient pas. Au moment où le Paris Saint-Germain mène de 2 buts mène 5-1, d'entrée de oui. match, c'est quand il y a 4 buts d'écart. Absolument. Quand il y a 4 buts d'écart après le 2-0 Après, de ouais, début c'est de ça. match, quoi. Donc c'est ouais. quand il y a véritablement une avance, et ça a montré qu'il fallait quand même se méfier, même quand tu avais 4 buts d'avance sur ton adversaire. Donc voilà. Mais tu l'as vu de façon dernièrement qu'il y avait un relâchement dans l'équipe. Encore une fois, on a loué le staff technique, etc., le staff médical, les joueurs. Enfin, là, on arrive quand même en demi-finale de Ligue des Champions. Tu as la plupart des joueurs qui sont encore là. Tu regardes en face Arsenal, tu avais 4-5 blessés, tu avais 4-5 absents hier de renom. Ils vont probablement récupérer Partey au retour. Ah oui, ils vont récupérer Partey, Ils vont qui était suspendu. voilà, exactement. Ce sera probablement un autre match, mais voilà, jurisprudence Liverpool, jurisprudence Aston Villa, jurisprudence Man City, ils ont sûrement appris de leurs erreurs. Donc voilà, méfiance, prudence, c'est les mots, c'est les mots employés par Luis Enrique ces derniers temps. Donc moi, j'ai pas d'inquiétude. À retenir. Tant mieux. Allez, dernière question sur cette tribune du jour, cette tribune feel good de victoire à l'Emirates Stadium en demi-finale de la Ligue des Champions, demi-finale aller. Ça passe tellement vite. Quelle est la C'est- quelle est l'attitude à avoir pour le match samedi? Parce qu'on parle beaucoup du retour qui est donc mercredi au Parc des Princes, mais samedi 17h, il y a un déplacement à la Méno pour jouer Strasbourg. Alors, il y a 2 théories, je vous les donne, et vous me dites ce que vous en pensez. La première théorie, c'est, écoutez, on met tout le monde au frigo, on met l'équipe D+, et on essaye de... en fait, on est là, on participe au match. On ne joue pas le match, on participe. Voilà, il n'y a que Luis Enrique qu'on connaît un petit peu près et qui sera là-bas à Strasbourg. Ça, c'est la première théorie. La seconde, c'est de dire que il y a 8 matchs. Il y a 8 jours entre les 2 matchs, entre le match aller et le match retour. Donc, mine de rien, il y a peut-être des joueurs qui doivent être quand même là pour garder une forme de rythme et tout, etc. Alors, est-ce que vous êtes plus rotation complète ou
Un genre de forme de rotation et surtout comment aborder ce match-là face à Strasbourg, quoi, Abdallah. Je pense qu'il fera pas. Voilà, enfin, certains militent pour qu'on fasse monter tous les U19. Non, Moi, je tu postule. vas jouer. Je Tu dis fasses honnêtement, monter. je postule. Toi, Voilà. tu postules. Moi, j'ai le tournoi de la presse mardi à Clairefontaine. Alors, si je peux m'échauffer à la Méno samedi, moi, je prends. Voilà. D'accord, on viendra te voir. Du coup, c'est le placement de produit. Et du coup, je me disais, non, moi, je suis plutôt partisan d'une rotation comme l'a fait Luis Enrique jusqu'à présent. Voilà, il y a des joueurs en fait qui jouent peu ou pas. On a quand même on a quand même Hernandez, on a Kipembe, pourquoi pas. On a Beraldo qui n'a pas joué hier. On a Lee qu'on voit plus. Les petits Mayulu, Mbaye qui fait de bonnes choses chez les jeunes, qui revient et qui fait une très bonne année. On a des joueurs qui sont totalement cramés. On l'a vu hier avec Dembélé, Kvaratskhelia, ses 4 poumons, il était cramé, il courait encore ce matin. Je pense qu'il va faire une petite rotation, garder peut-être une petite ossature, Safonov, etc. Reposer les cadres et faire tourner. Oui, ça sera une séance d'entraînement pour tout le respect qu'on doit à Strasbourg qui va jouer sa place qui joue sa place en Europe aussi, Strasbourg. Donc attention, c'est une belle équipe Strasbourg. Il va y avoir beaucoup d'intensité. Ils jouent même pas leur place en Europe, ils jouent leur place en Ligue des Champions. Ah oui, effectivement, ils jouent encore leur place en Ligue des Champions. Donc il va y avoir une belle adversité en face. Mais du côté du Paris Saint-Germain, je pense que ce sera un match pour faut faire tourner et faire jouer les joueurs qu'on voit pas suffisamment. Alex, rotation complète ou partielle? Moi, je pense que la vérité se situe un peu entre les deux, quoi. C'est-à-dire que, en fait, si le Paris Saint-Germain était encore en course pour l'invincibilité, je t'aurais dit, il y a pas de concession à faire. C'est un truc qu'il faut aller chercher. C'est un truc qu'il faut aller. Strasbourg, c'est une belle équipe. Ça nous garde dans le rythme, etc. Je pense qu'il aurait été chercher le record d'invincibilité entre Mais deux bien matchs sûr, Ligue des Champions, on bien gagne à sûr, 0. Abdallah, Il n'en aurait eu rien à faire. Non, mais Abdallah, Luis Enrique, c'est un entraîneur qui, quand même, Il a changé a suffisamment prouvé qu'il prenait chaque match comme un match important et que là, un match contre une belle adversité, entre deux matchs de Ligue des Champions, ça te permettait aussi de rester dans le rythme et de rester de rester concerné. Maintenant, effectivement, cette invincibilité, elle est plus sur la table. La seule question qu'il y a à poser, c'est qu'il allait voir chacun de ses joueurs un par un, qui leur disent: tu veux jouer, tu te sens comment, est-ce que tu préfères te reposer, est-ce que tu préfères rester dans le rythme, et selon les réponses, il fait son équipe. C'est tout. Selon ses réponses, selon ce qu'il a aussi comme data de la part de son staff médical, et selon parce que c'est pas que les joueurs qui doivent. Mais le ressenti des joueurs est aussi évidemment très important, parce que c'est eux qui enchaînent les matchs, ceux qui font des très grosses saisons. Donc voilà, pour moi, il va faire un truc à la carte, c'est-à-dire qu'il va prendre les mecs qu'il estime sont importants et sont en jambes. Il va peut-être les faire jouer un petit peu, une mi-temps, une heure. Certains qui sont un peu fatigués, qui sont un peu cramés, il va les laisser au repos, il va les laisser à Paris, j'en sais rien. Mais voilà, pour moi, c'est un truc à la carte qu'il faut faire selon la fraîcheur et surtout en fait, chacun, je pense, n'a pas besoin des mêmes choses pour préparer un match comme ça. Il y en a qui ont besoin de repos, il y en a qui ont besoin de rester dans le rythme. Il y en a qui ont besoin. Et ça dépend. T'as quoi? T'as 8 jours. T'as 8 jours là. Il y a 8 jours, du mardi au mercredi. Ouais, t'as 8 jours. Donc voilà, il y en a qui vont prôner pour mettre des cadres au frigo. Il y en a d'autres qui vont dire qu'il y en a qui ont besoin de jouer, comme tu viens de le dire très justement. Sachant que tu joues donc samedi à 17h, c'est-à-dire que du coup, tu auras donc samedi soir, dimanche, lundi, mardi. Tu vois, voilà, il prendra aucun risque avec Dembélé, avec Donnarumma, avec Kvaratskhelia. Si on s'amuse un petit peu, Safonov dans les buts, on est d'accord? Oui, parce absolument. Il le fait jouer sur des matchs un peu moins importants. Zaïre Emery arrière droit. Oui. Au milieu, Lucas Hernandez arrière gauche. Oui. Et donc dans l'axe Beraldo et soit Marquinhos, soit Pacho, ou on fait monter un U19? Il y a Kipembe aussi. Il y a Kipembe. C'est Kipembe qui démarre un match de Ligue 1 attends, contre Strasbourg avec Emega, etc. Jamais. Là, c'est le scénario où ils en ont plus rien à foutre. Jamais. Non, mais on a bien. Il y a aucun intérêt dans ce match. Enfin, il y a plus aucun intérêt. Okay, aucun. Après, moi, je te dis, toi, tu penses qu'il n'y a plus aucun intérêt. Moi, je te dis que si le Paris Saint-Germain se fait rouster samedi après-midi, Luis Enrique, ça va pas être content. Je continue ma petite tambouille là au milieu de terrain. Il en faut 3. Mayulu. Oui. Mayulu. Kanguinli. Kanguinli en devant, pointe. Il a mis point de base contre le Havre. Ah oui, mais je pense que ce serait une compo comparable à celle du Havre, avec peut-être un ou deux joueurs en plus. Et donc Mayulu, Kanguinli et peut-être soit Neves, soit Vitinha, soit Ruiz. 50-60 minutes, tu le sors. Et puis après Mbaye, et puis Barcola Ramos. Mbaye, Ramos. Barcola, oui. Barcola, oui. Et Ramos, oui. Ça y est, tu l'as ton 11. Ah, voilà. On l'a noté? Ouais, c'est bon. S'il sort, je t'envoie un texto. C'est à peu près le même 11 qu'il y avait contre le Havre. Après, encore une fois, c'est-à-dire je pense qu'il va voir aussi selon les différents cas, quoi. Mais en tout cas, Dembélé, frigo.
Gvara, frigo. Hakimi, frigo. Hakimi, frigo. oui, total Nuno frigo, Mendes, oui. frigo. Pacho, frigo. Donnarumma, frigo. Merci. Je sais pas si vous allez voir l'Alsace, les copains, c'est hyper sympa, c'est beau. Normalement, quand il fait chaud, c'est sympa aussi. Mais ça sera peut-être pour l'année prochaine. Ils pourraient même leur épargner le déplacement. Enfin, voilà, même si bah c'est oui, juste. oui. Enfin, même si c'est Après, faut emmener 20 joueurs. Oui, il faut avoir un licencié. Faut quand qu'il y en ait même. 20 qui prennent le Bah, train. c'est quoi, là, donc, là on aussi, a des gamins, là aussi, oui. moi je veux bien prendre ma licence si vous voulez. J'ai une licence FFF, on peut y aller. Voilà pour ce débat. On va terminer tout de suite cette émission. Et ben voilà, tribune express, mais tribune sympa avec ce débrief de la victoire 1-0 du Paris Saint-Germain du côté de l'Emirates Stadium. Le Paris Saint-Germain qui donc jouera mercredi prochain son match retour au Parc des Princes. On rappelle les rendez-vous sur l'antenne d'ici Paris Île-de-France. On aura donc tous les matins 100% PSG. Le billet, je serai là demain 1er mai. Je serai là demain 1er mai pour faire cette chronique. On a 100% PSG l'actu tous les jours avec Pia aussi à 18h15. 100% PSG le max, c'est en podcast. 100% PSG la tribune, c'est en podcast. Samedi donc à 17h, on aura le match face à Strasbourg, donc de 17h à 19h. Et mercredi prochain, grande soirée, très grande soirée de 18h à minuit sur l'antenne d'ici Paris Île-de-France pour cette demi-finale retour entre le PSG et Arsenal. merci Alex, merci Abdella pour cette Merci tribune. Romain. Passez une très très belle journée, à très vite et il est temps de refermer cette émission.